Donc, rebonjour et bonjour à ceux qui se joignent à nous pour ce deuxième atelier, donc qui s'intitule « La vision géoéconomique et climatique de Trump 2.0, occasions et défis pour le Canada et le Québec ». Donc, je serai l'animateur, donc Christophe Cloutier-Roy, directeur adjoint de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul-Dandurand et chargé de cours au département de sciences politiques de l'Université Laval. Je vous présente rapidement donc nos panélistes dans l'ordre où ils prendront la parole. Donc, je commence à ma droite avec Frédéric Gagnon, donc professeur au département de sciences politiques de l'UQAM, titulaire de la chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis et directeur de l'Observatoire sur les conflits multidimensionnels. Conflit multidimensionnel, voilà, merci. Et aussi co-directeur des récents ouvrages L'Amérique d'abord et le Canada ensuite, et aussi de l'autre ouvrage dont malheureusement le titre anglais m'échappe, mais dont nous ferons le lancement plus tard aujourd'hui, et plusieurs personnes ici y ont contribué. Donc, Frédéric va nous parler donc de la vision géoéconomique de Donald Trump et ce qu'on peut en conclure après donc 6 semaines plutôt mouvementées. Par la suite, Nathalie de Marcelis-Warin, donc elle est présidente directrice générale du Cyrano, professeure au département de mathématiques et génie industriel de Polytechnique Montréal. Elle va nous parler de l'impact des tarifs douaniers sur l'économie canadienne et québécoise, la question aussi des chaînes d'approvisionnement et elle va mettre en avant donc le côté irrationnel peut-être des mesures protectionnistes, étant donné le contexte d'hyper-intégration donc des économies canadiennes et américaines. Par la suite, Guillaume Beaumier, donc professeur adjoint à l'ENAP et chercheur au GÉRIC, spécialiste des questions d'économie politique internationale, de géoéconomie et des semi-conducteurs, va nous entretenir de la stratégie de l'administration Trump en matière de contrôle aux exportations de semi-conducteurs et du développement de l'intelligence artificielle. Enfin, Annie Chaloux, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable de la même université, directrice du Climatoscope et directrice adjointe du groupe d'études et de recherche sur l'international et le Québec, va nous entretenir de l'approche de l'administration Trump sur les enjeux climatiques et environnementaux et réfléchir aux conséquences et peut-être même aux occasions à saisir pour le Québec. Donc, c'est dans l'ordre que vous prendrez la parole pour à peu près 8 ou 9 minutes chacun. Je vous ferai signe quand vous aurez atteint votre temps, le cas échéant. Et par la suite, comme pour le premier panel, nous irons avec des questions. Donc, Frédéric, je te laisse le micro. Merci beaucoup, Christophe. Je vais commencer par une petite anecdote. En janvier 2024, on a assisté à un rassemblement de Trump à Manchester, au New Hampshire, dans le cadre de nos travaux et de nos enquêtes terrain sur les relations Canada, Québec, États-Unis. Et on était là et on a assisté au rassemblement et demandé à ses partisans pourquoi vous l'aimez tant, M. Trump. Qu'est-ce qui vous attire tant chez ce personnage, ce candidat à l'élection présidentielle américaine? On a eu droit à toutes sortes de réponses, mais beaucoup nous ont dit parce que Trump, c'est le meilleur show politique en ville. C'est le meilleur show qui soit. C'est meilleur qu'une télé-réalité, c'est meilleur qu'une série télé comme celle qu'on peut regarder sur Netflix. Donc, on va les prendre au mot aujourd'hui, ceux et celles qui disent ça, et se demander à quoi pourrait ressembler la deuxième saison de Trump, la deuxième saison de la série Trump. Et j'ai envie de poser la question ainsi. Est-ce que cette deuxième saison va ressembler à la deuxième saison de Dexter ou est-ce que ça va plus ressembler à la deuxième saison de Fargo? Et là, vous me direz, ce ne sont peut-être pas les meilleurs exemples, des séries de tueurs en série et de criminels. Bon. C'est pas pour le contenu que je parle de ces deux exemples-là, c'est que la deuxième saison de Dexter, si vous l'avez regardée, était pratiquement identique à la première saison, alors que la deuxième saison de Fargo était totalement différente ou très différente de la première saison de Fargo. Et je pense qu'on l'a posé la question aujourd'hui un peu de cette façon-là. Est-ce qu'on va être dans cette deuxième présidence Trump, deuxième mandat de Trump, dans la continuité ou dans la rupture? Éric la posait tantôt. Quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Est-ce qu'il va aller plus loin que la première fois? Je pense que c'est difficile de répondre à la question aujourd'hui, mais on est un petit peu entre les deux selon moi. On est à la fois dans la continuité et dans la rupture pour ce qui est de sa vision des relations internationales et de sa vision de la géoéconomie. Qu'est-ce qui est Dexter jusqu'à date, là, dans les 6 premières semaines de Trump? Pourquoi on est dans la continuité? Bien, si vous regardez sa vision des relations internationales, sa vision du commerce, sa vision
des relations commerciales internationales, je pense qu'on est dans la continuité. Et là, il y a tout un débat à savoir comment on peut qualifier la vision Trump du commerce, des relations internationales. Il y a toute une littérature scientifique là-dessus. Il y a des auteurs, autrices qui ont dit, durant son premier mandat, il y a un peu d'isolationnisme, il y a du protectionnisme, c'est un nationaliste économique. Il y a des gens qui ont dit, il y a une approche prédatrice. Très difficile de savoir exactement quelle est sa vision parce que ça a été mentionné. Parfois contradictoire, tout ça. Trump n'est pas quelqu'un de très idéologique et tout ça. Mais en travaillant sur le premier mandat de Trump, Christian Deblois qui est là, je pense qu'il va se rappeler de ces publications-là. Je suis retourné aux écrits d'Edward Luttwak, un historien, un spécialiste de la géostratégie, qui au début des années 90, notamment dans son article dans The National Interest, avait écrit que les relations internationales passeraient de la géopolitique à la géoéconomie. Et Luttwak avait aussi écrit en 1993 un ouvrage qui s'appelle Le rêve américain en péril. Donc, Luttwak, au début des années 90, avait une vision très, très sombre, au fond, des relations internationales à venir, des relations commerciales à venir, et disait que la mondialisation économique ferait des perdants, engendrerait beaucoup de colère dans toutes sortes de pays du monde, et notamment aux États-Unis. Et que le monde auquel on devait s'attendre, c'était un monde, au fond, où les chefs d'État, puis Trump incarne ça à partir de 2016, mais verraient de plus en plus le commerce de façon extrêmement négative, verraient dans les relations commerciales des relations qui font nécessairement des gagnants et des perdants, et déchanteraient de la mondialisation économique et en viendraient à recourir à toutes sortes d'outils, d'armes économiques, la puissance économique, pour essayer de renforcer la puissance économique de leur nation. Puis bon, Luttwak, là-dedans, nous parle d'armes économiques comme les tarifs commerciaux, évidemment. Donc, j'en viens à Trump. Si on regarde ce qu'il a fait depuis 6 semaines, il le dit, le mot tarif, c'est le plus beau mot du dictionnaire, selon lui. Et on peut avoir l'impression que durant ces 6 premières semaines, je pense qu'on va en parler tantôt, bien, il compte recourir à cette arme du tarif, ou du moins aux menaces de tarifs, pour essayer d'obtenir ce que j'appellerais plus de rentabilité au sens économique du terme dans à peu près toutes les relations finalement que les États-Unis entretiennent avec le reste du monde. Et ce que Luttwak et Trump nous disent, c'est que dans ce monde plus incertain, on ne devrait plus autant faire la distinction entre les alliés traditionnels des États-Unis et les rivaux des États-Unis dans ce monde-là. Et on le voit depuis quelques semaines, Trump utilise les tarifs commerciaux, les menaces de tarifs commerciaux à notre égard pour essayer d'obtenir quoi? Là, je pense qu'on est dans Fargo ici. Il y a un peu de rupture par rapport à ce que Trump souhaite obtenir, je pense, lorsqu'il nous menace de ces tarifs-là. La première fois, si vous vous souvenez, puis on a parlé de ça dans l'Amérique d'abord, le Canada ensuite, Trump avait recouru aux tarifs à notre égard pour nous imposer un certain nombre de comportements ou exiger de notre part des concessions, mais qui étaient particulières à ce moment-là. Les tarifs sur l'acier et l'aluminium, 25 sur l'acier, 10 sur l'aluminium, c'était plus circonscrit. Et vous vous souvenez peut-être des tweets de Trump à ce moment-là. Il avait dit « Ces tarifs-là sont une réponse au système de gestion de l'offre canadien, les tarifs canadiens dans le secteur agroalimentaire qui nuisent à nos fermiers du Wisconsin notamment. » Donc, on est dans Fargo, je pense, cette fois-ci, puis on verra ce que ça donne, parce que, d'une part, les menaces de tarifs sont encore plus importantes que la première fois, mais les raisons pour lesquelles Trump, semble-t-il, va recourir aux menaces de tarifs à notre égard sont... La fourchette de raisons est un petit peu plus vaste que la première fois. Puis Elisabeth Vallet disait ça tantôt. Trump intègre même dans ce qu'il demande sur le plan des concessions toute la question de la sécurité frontalière. Donc là, ça, ce sera intéressant à surveiller. Et je ne veux pas trop prendre de temps, mais évidemment... Ce qui sera intéressant de surveiller au cours des prochaines semaines, et ça, je ne sais pas si on est dans Dexter ou dans Fargo, dans la continuité ou la rupture. Pour l'instant, on est peut-être un petit peu plus dans la rupture. C'est qu'il semble que la résistance au sein de la société américaine à ce que Trump propose est un petit peu moins forte pour l'instant que ce qu'on observait durant son premier mandat. Et je pense que c'est normal. Là, si vous regardez les sondages d'opinion en ce moment, vous voyez que Trump n'a jamais été aussi populaire dans la société américaine qu'en ce moment. Il n'a jamais été aussi populaire ou plus populaire qu'il l'est en ce moment. Si vous regardez du début de sa carrière politique, 2015-2016 à aujourd'hui, il n'a jamais été aussi populaire. Il était à son entrée à la Maison-Blanche à 48 % d'appui le 20 janvier dernier, alors que le 6 janvier 2021, par exemple, sa popularité aux États-Unis n'était plus que de 32-33 %. Et ce qui a changé aussi, puis ça, on va voir si ça dure, si on est dans la rupture, en tout cas, si ça dure ou pas, mais du côté républicain,
94 93 des républicains sont favorables à ce que Trump fait en ce moment, alors qu'après le 6 janvier 2021, après les émeutes du 6 janvier, il n'était plus que 60 de républicains à appuyer ce qu'il fait. Donc là, il a une grande légitimité, il a un mandat unprecedented, selon lui, dit-il le soir de l'élection de 2024, pour mettre en œuvre sa fameuse vision, aller plus rapidement. Là, je pense qu'on est dans Fargo, il veut aller encore plus vite que la première fois, mais on verra quelle sera la résistance au sein du système. Et vous allez entendre d'autres personnes aujourd'hui, dont Benjamin Bellaire, des gens qui sont à Washington et qui vont vous parler des réactions en sol américain à ce que Trump propose, notamment en matière de commerce. Et ce qu'on voit pour l'instant, j'ai hâte d'entendre Benjamin Bellaire là-dessus, mais moi, j'ai presque envie de dire que pour l'instant, ce qui semble se produire, c'est que, bon, ça ressemble un petit peu à la chanson de Simon and Garfunkel, The Sounds of Silence, c'est-à-dire beaucoup de prudence. Elisabeth disait, on doit jouer la stratégie de la montre en ce moment, la prudence stratégique. On attend de voir. On espère que le temps va finir par arranger les choses. Mais oui, ce qu'on constate, c'est que pour l'instant, la résistance, elle est plus ou moins forte au sein de la société américaine, même si, et je termine là-dessus, il y a quand même des feux jaunes et des feux rouges peut-être potentiellement pour Trump, et j'en mentionne deux. Si vous regardez les sondages d'opinion, vous voyez que l'appui à ces tarifs à l'égard du Canada n'est pas très élevé en sol américain. Il y a plus de gens qui sont en désaccord avec cette approche-là que de gens qui sont d'accord avec cette approche-là. S'il y a une riposte canadienne, peut-être que ça accentuera cette opposition-là au sein de la société américaine et ça pourra engendrer une situation où davantage d'acteurs critiquent la façon de Trump de gérer la relation canado-américaine. Et je termine là-dessus. Il y a un document qui est super important, je pense, pour suivre ce qui risque de se produire aux États-Unis si Trump va de l'avant avec ses fameux tarifs. Et c'est une étude que Stephen Miran, un des principaux conseillers économiques de Trump, pour la suite des choses, a fait paraître en novembre dernier et qui porte sur la restructuration de l'économie mondiale. C'est un texte intéressant dans lequel, au-delà des déclarations de Trump sur les tarifs, il y a quand même une réflexion approfondie sur l'utilité des tarifs commerciaux. Et ce que Myron explique, c'est que bon, les tarifs peuvent faire entrer de l'argent dans les coffres du gouvernement américain, ce qui peut permettre de financer des réductions d'impôts additionnelles et pour une longue période pour les entreprises et rendre donc le sol américain favorable à des investissements américains en sol américain plutôt qu'au Canada ou en Europe, par exemple. Donc, ça pourrait favoriser la réindustrialisation du pays. Mais le gros point d'interrogation, et je termine là-dessus, sera de voir si les tarifs commerciaux, quelle sera leur ampleur et s'ils sont effectivement aussi inflationnistes que ce que les critiques de Trump prévoient en ce moment. Et le bet de Stephen Miran, c'est de dire qu'on peut y aller à fond le train, qu'on peut tenter d'aller un petit peu plus fort sur les tarifs parce que la guerre commerciale, la première entre les États-Unis et la Chine durant le premier mandat de Trump, elle n'a pas, selon Myran et d'autres conseillers économiques autour de Trump, engendré autant d'inflation en sol américain que ce qu'on aurait pu craindre. Et je pense que ça, c'est le gros point d'interrogation. Les chiffres sur l'inflation, les derniers, vous avez vu, ça a remonté à 3 % en hausse par rapport à 2,9 % le mois précédent. Si Trump va de l'avant avec tous ces tarifs, dont on va parler plus amplement, et que ça engendre une certaine inflation aux États-Unis, un retour de l'inflation, je pense que la résistance à ces politiques-là va devenir un petit peu plus importante. Et j'ai l'impression que si ça se produit, on va être un petit peu plus dans Dexter que dans Fargo, un petit peu plus dans la continuité du premier mandat, c'est-à-dire un président beaucoup plus hésitant qu'il n'y paraît en ce moment et qui va y penser à deux fois ou un petit peu plus avant de continuer à aller de l'avant avec toutes ces politiques jusqu'au boutiste qu'il a proposées jusqu'ici. Je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, beaucoup d'incertitudes, mais je vois que tu as déjà trouvé le titre de ton premier article. Donc, entre Dexter et Fargo, la seconde administration Trump entre rupture et continuité. Donc, félicitations pour ce titre novateur. Bonne idée, je vais prendre l'idée. Donc, je pense que ça va faire un pont logique vers donc l'intervention de Nathalie de Marcellus-Warin. Donc, on vous écoute. Merci beaucoup. Alors, dans tous les cas, c'est une mauvaise série, donc quoi qu'il se passe, je veux dire qu'elle se soit... On est déjà d'accord. Oui, c'est ça. Donc là, au moins, on sait ça. Et puis, ce qui est intéressant, je vais continuer sur l'analogie, parce que je ne sais pas si vous avez regardé le Super Bowl, là, pour les Américains, c'est comme l'événement majeur. Et je peux vous dire qu'il leur a pas fait un cadeau, parce que quand on voit, j'avais jamais vu ça, moi, tu sais, c'est comme dans la fin d'une série, d'un épisode, tu sais, ça s'arrête sur un truc, je dis... Qu'est-ce qui se passe? On a hâte le prochain. Puis là, on voit Donald Trump qui monte dans le US Force One, là, qui monte dans l'avion, puis il dit, au fait, je vais rajouter 25% sur l'allium et l'aluminium et l'acier. Puis là, tu dis, mais c'est quoi ça, là? Puis je peux vous dire que
pour certains Américains, les ailes de poulet n'ont pas eu le même goût cette soirée-là. Ça, c'est clair et net, parce que, et tu l'as dit un tout petit peu, c'est que là, il commence à y avoir, évidemment, on va le voir, ce que ça va faire, mais il va y avoir un impact certain, puis il commence à le mesurer, et finalement, nous, on le regarde de nos yeux du Canada, mais aux États-Unis, c'est là l'impact premier qu'il va y avoir, et on le voit, on a eu la sortie d'Alcoa il y a 2 jours, du PDG d'Alcoa, qui commence à dire, ben, nous, il y a tant d'emplois qui vont être perdus, des choses comme ça. Donc, clairement, il fait des effets d'annonce. Si vous connaissez un peu la théorie des jeux, c'est des menaces. Est-ce qu'elles vont se réaliser? On voit déjà que la Maison-Blanche dit on va pouvoir discuter, on va pouvoir s'en reparler. Je veux dire, c'est facile, on le connaît, là, c'est un mauvais film qui se répète, mais en tout cas, on connaît l'histoire. Donc, ce qui est important, évidemment, quand on parle de tarifs, ben, je veux dire, c'est sûr que il y a un aspect économique, puis je vais mettre mon chapeau d'économiste. Je représente ici, évidemment, aussi tout un groupe de collègues au Cyrano, économistes, sciences politiques, qui réfléchissent à ça en ce moment. On a mis en place un petit comité, justement, d'experts pour voir, ben, tu sais, parce que c'est compliqué, la question. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, puisque vous entendez dans les médias, ce qu'on voit dans la presse, les réactions, c'est que c'est sûr qu'on est une économie très dépendante des États-Unis. 75% de nos exportations se font avec les États-Unis. On le voit. Mais en fait, quand on regarde les choses, puis, tu sais, je veux dire, le commerce bilatéral, c'est 51% du PIB du Canada en 2024, c'est gros, là. Tu sais, on est des partenaires depuis longtemps. Mais quand on regarde plus en détail, et c'est ça qui est intéressant, il va falloir faire, et on dit souvent le diable est dans les détails, mais là, c'est vraiment le cas, c'est qu'il y a une certaine dépendance, mais il faut mettre un petit bémol, parce que la dépendance, elle va dépendre des secteurs, elle va dépendre évidemment des provinces, des États, elle va même dépendre d'une partie de la région ou des villes en tant que telles. Tu sais, on regarde aujourd'hui, c'est quoi nos villes canadiennes, ou au Québec, en tout cas, si on regarde, qui vont être le plus impactées, ben, c'est Saguenay, c'est Trois-Rivières, c'est Drummondville, tu sais, on les voit, on les identifie, mais pour certains types de matières, certains biens, certains secteurs. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire, tu sais, souvent, nos indicateurs économiques nous disent, on regarde le Canada, les États-Unis, on regarde le commerce, on regarde notre dépendance, c'est sûr, c'est gros, mais il va y avoir un impact, mais il faut quand même aller dans la granularité, parce que, justement, si on veut une bonne réponse, il ne faut pas dire, OK, allez, on y va nous aussi avec des tarifs. Il va falloir être un petit peu plus de bons économistes, on va dire, pour pouvoir aller avoir des éléments qui regardent ça. Donc, si on regarde, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste que, évidemment, un tarif, c'est quoi? C'est une augmentation d'un prix. On rajoute un prix. Donc, évidemment, il y a un impact qu'il va y avoir sur la demande. C'est à un moment donné, on se dit, est-ce que la demande va diminuer? Qu'est-ce qui va se passer? Là, ce que l'on voit, puis je vais vous faire un petit cours d'économie rapide, juste un élément, c'est que finalement, c'est pas vrai pour tout. Il y a des biens pour lesquels, même si le prix augmente, ils peuvent pas faire autrement. Donc, évidemment, il y a quelqu'un qui va le payer, ce surcoût, mais ils ne peuvent pas changer, là. Et je veux dire, c'est inélastique, ce qu'on appelle en économie, le terme, c'est pas élastique, c'est pas parce que ça augmente que ça va changer. Donc là, l'idée, c'est de dire, OK, nous, dans notre économie, dans nos échanges, c'est les secteurs pour lesquels, justement, il y a cette inélasticité. Puis on pense rapidement, secteur de l'énergie, il y a des secteurs pour lesquels, en tout cas, à court terme, ça ne va pas avoir d'impact pour nous pour l'instant. Il va y avoir un effet rebond avec un enjeu économique du côté des États-Unis qui va se répertorier sur le Canada. Donc l'idée, ça va être de dire, OK, ce qu'on sait en tout cas et puis qu'on voit partout, c'est les biens de consommation. C'est sûr que là, le sirop d'érable canadien ou québécois, là, il ne va pas se retrouver sur les tablettes américaines. Pourquoi? Parce que là, c'est sûr que le sirop d'érable du Vermont, il va être compétitif. Ça, c'est certain. Donc là, il va falloir vraiment qu'on se concentre, parce que là, c'est élastique complètement. On peut substituer un produit par un autre, on peut le trouver. Donc, il faut réfléchir, c'est quoi? Donc, ça va être ça, notre réponse. Ce qui est inélastique, on va voir, toujours, toute chose égale par ailleurs, c'est inélastique à court terme. Ça veut dire qu'à long terme, ils vont peut-être pouvoir trouver des marchés de substitution, ils vont peut-être pouvoir trouver d'autres, diversifier aussi leurs sources d'approvisionnement, mais à court terme, c'est pas évident. Donc l'idée pour nous, ça va être de dire, d'une façon économiste et d'une réponse qu'on va donner, c'est comment on identifie ces secteurs et comment on se positionne. Donc on a une dépendance, mais elle est relative selon les secteurs que l'on a. Donc finalement, en donnant des exemples, un secteur qui est assez élastique aujourd'hui, donc je l'ai dit, les biens de consommation, le secteur manufacturier, l'automobile, il y a plein de marques de voitures, on va pouvoir regarder ailleurs. Maintenant, les pièces d'automobile, par exemple, si on réfléchit, on la connaît, on le sait, on en parle beaucoup de cette chaîne de valeur qui est intégrée, en fait, au Windsor, avec les États-Unis, ça passe par là. Tu sais, on le sait, en Ontario, c'est très important. Là, c'est plus compliqué, en fait, parce qu'il va falloir qu'il se trouve un fournisseur qui est au milieu de cette chaîne d'approvisionnement. Donc, l'idée, c'est que quand il a fait cette annonce, tout ça, là, c'est comme éludé, là. On n'en parle pas du tout. Mais nous, il faut absolument qu'on fasse ces analyses-là, qu'on aille plus en détail et qu'on essaye de regarder ces éléments-là. Donc déjà, ça va être un truc important. Et surtout, de bien y penser, c'est qu'il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc, à moyen terme,
Et à long terme, il pourrait y avoir des changements à court terme. Demain, il ne va pas construire une aluminerie, là. Il va y avoir du temps. Donc, on le voit, l'impact, ça va être important. Donc, il faut qu'on se comporte, nous, en bonne économiste, qu'on aille chercher des données et qu'on essaye de faire des recommandations qui vont permettre, finalement, de garder cette valeur un petit peu ajoutée par rapport à ça. Alors, évidemment, l'enjeu pour nous majeur, c'est nos chaînes d'approvisionnement qui sont un peu critiques. Donc, quand dans critique, on pense tout de suite, il y a l'énergie, parce que, évidemment, par exemple, le Québec, nous, on importe du pétrole des États-Unis. Il y a les ententes qu'on a pour l'hydroélectricité avec toute la côte Est. Donc, il y a des éléments qu'il va falloir regarder. Mais ce qui est important, évidemment, c'est de voir comment on va sécuriser nos chaînes, matériaux critiques et stratégiques, tous les minéraux, tout ça. Donc, il faut aussi avoir cet élément-là, de se dire, lui, il a tout mis dans le même panier. Nous, il faut qu'on trouve un moyen, peut-être maintenant, de diversifier. Alors, en plus, il menace avec l'Ukraine, il va chercher des minéraux là aussi. Là, ce qu'on ne sait pas, il n'explique pas le détail, mais on sait que ces minéraux-là, ils vont servir peut-être aux firmes américaines, mais qui sont dans cette région-là. Donc, il y a tellement de détails pour comprendre, on ne peut pas juste le dire. Et c'est pour ça qu'il va falloir être vigilant pour tous ces éléments, parce que ça va être vraiment important. Nous, il va falloir vraiment qu'on regarde justement ces secteurs stratégiques-là, comment on peut faire finalement pour les rendre. On a parlé par exemple de la filière batterie, on parle du lithium. Est-ce que ça fait partie des choses qu'il faut aller de l'avant encore plus ? C'est à voir. Est-ce que ça fait partie, on le sait, le marché, est-ce que les entreprises vont être là ? Est-ce que ça prend des interventions du gouvernement ? Actuellement, toutes les annonces que fait Trump, et on va parler du secteur de l'aluminium, du côté américain, là, il n'y a pas de flexibilité, il n'y a rien. Je veux dire, ils ne sont pas capables de remplacer la source, il va falloir le faire, ça prend du temps, ça prend des investissements, c'est très coûteux. Donc, on peut regarder ça de cette façon-là. L'autre élément qui était important, en fait, en revenant à l'énergie, c'est quand même un enjeu majeur pour nous, justement, on l'a vu avec... et puis là, quand je parlais de différences selon les provinces, on le voit, l'Alberta, le Québec, c'est pas du tout la même chose, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a un retour de l'énergie fossile au cœur des débats. Puis ça, c'est hallucinant parce que c'est quelque chose qu'on pensait même plus pouvoir avoir. Donc, on parle d'économie, mais en même temps, nous, on le sait, nos contraintes, et ce qui faisait jusqu'à présent qu'on avait des échanges, justement, avec les États-Unis, c'est parce qu'on avait l'impression qu'on avait quand même des valeurs, on avait comme des objectifs communs. Là, il y a des enjeux qui sont assez majeurs. Puis quand on voit qu'il a signé le 14 février là, un décret qui crée un Conseil national de l'énergie, il veut absolument accélérer la production nationale de pétrole et de gaz, il veut annuler l'interdiction de nouveaux forages pétroliers extra-côtiers. Il y a vraiment mis en place un certain nombre de choses. Et là, il va falloir qu'on réfléchisse. Et donc, l'objectif pour nous maintenant, ça va être de voir où on va chercher cette valeur-là, comment on peut diversifier nos marchés. Et encore une fois, l'élément important, il est dans l'élasticité. C'est-à-dire, c'est quoi la réaction à ces tarifs qu'on va avoir? Puis évidemment, il y a du côté exportation et du côté importation. Il y a ce qui va avoir un impact pour eux, les Américains, qui va se reporter sur nous, et qui a un impact pour nous, les biens qu'on a besoin. Puis le dernier élément que j'expliquerai pour les détails, puis on reviendra après sur d'autres éléments si vous voulez bien, c'est les biens intermédiaires. C'est que nous, dans nos chaînes d'approvisionnement, on a beaucoup de biens, il y a le bien final qu'on consomme, mais il y a beaucoup de biens intermédiaires dans cette chaîne-là, et notamment tout le volet technologique va être vraiment important pour aider à comprendre ça. Parce que là, je vous dis, il faut aller chercher des données, on ne les a pas ces données-là. Si on les avait, on le saurait depuis longtemps. Donc au Cyrano, on a monté un jumeau numérique, on essaie de construire un jumeau numérique de l'économie canadienne, états-unienne, et aussi on regarde en fait la région Saint-Laurent-Grand Lac, qui est une région très stratégique, évidemment, dans les échanges commerciaux Canada-États-Unis, mais Québec aussi avec le Michigan ou avec les autres. Et l'objectif, ça va être de dire, est-ce qu'on peut regarder justement l'impact où il est? Et encore une fois, pensez-y, le détail. Il va falloir regarder quel secteur, quel type d'entreprise, et même dans les entreprises, les grosses seront peut-être moins impactées, mais on parle de chaîne de valeur, donc leurs partenaires. Il y a des entreprises qui vont faire faillite. Aujourd'hui, il y a pas, on est une économie on n'a pas de moyens de flexibilité. Donc, il fait des annonces, c'est des menaces. Là, de notre côté, il faut répondre, mais de façon intelligente. Donc, merci beaucoup. Je retiens votre invitation à réfléchir en bonne économiste. Donc, je pense que ça se perd des fois un petit peu dans nos réactions à vif. Donc, merci beaucoup. On va continuer avec Guillaume Beaumier. Oui, donc tout d'abord, merci à Frédéric et à Stéphane pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Moi, ce que je veux faire, c'est vraiment me concentrer. Donc, ça va faire une belle continuité avec ce qui a déjà été dit, mais me concentrer sur l'enjeu des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle. Et en même temps, prendre un pas de recul parce que ce que je vais faire, c'est voir un peu comment la stratégie américaine s'est développée très rapidement depuis la première administration Trump jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout d'abord,
pourquoi parler de semi-conducteurs? Les semi-conducteurs, pour faire très bref, c'est plus ou moins le cerveau de nos appareils électroniques. C'est ce qui permet le transfert d'informations, le stockage d'informations et le traitement des données numériques qu'on utilise à tous les jours. C'est aussi donc ce qui est essentiel au développement de l'intelligence artificielle. Et on voit donc la création de grands centres de données qui se composent principalement, fondamentalement, donc il y a d'autres choses, mais de ces fameux semi-conducteurs et les plus avancés qui peuvent permettre le développement des ChatGPT et des autres grands modèles d'intelligence artificielle. Ça soulève donc des questions économiques majeures et également géostratégiques, et c'est là où on voit le pont fondamental entre la géoéconomie à 10 000 %. Qu'est-ce qu'on a vu comme stratégie de se développer? Et donc, de manière non surprenante, les États-Unis ne veulent pas perdre le contrôle de cette industrie. Dès la première administration Trump, donc la première administration Trump a été la première à adopter des mesures de restriction à l'exportation majeures vis-à-vis, premièrement, de la Chine et de certaines de ses compagnies, donc la compagnie Huawei tout particulièrement. Ces restrictions-là visaient à empêcher non pas uniquement les compagnies américaines d'exporter en Chine, mais également toute compagnie alors dans le monde qui utilisait des composantes américaines. Et ça a été majeur parce qu'aujourd'hui, même si les États-Unis produisent très peu des semi-conducteurs les plus avancés, voire dans certains cas aucun, ils contiennent toutes des composantes américaines, ce qui a de facto fait en sorte que des compagnies taïwanaises, sud-coréennes, ne pouvaient plus exporter vers la Chine. Et donc ça a été la première salve lors du premier mandat de Donald Trump, qui visait à restreindre le développement économique et le développement de cette industrie en Chine. L'administration Biden est arrivée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bien, dans une grande mesure, c'est une stratégie qui a été dans la continuité dans un premier temps, ajouter un nombre significatif de restrictions vis-à-vis de la Chine, étendu l'application des restrictions, empêcher l'exportation aussi de toute machine pouvant être utilisée à la production des semi-conducteurs les plus avancés en Chine pour empêcher en fait que cette industrie se développe chez eux et aussi empêcher des citoyens américains de collaborer avec les compagnies chinoises. Donc, c'était significatif. À ce moment-là, le PDG de la compagnie chinoise qui menait en fait le développement des semi-conducteurs en Chine était un citoyen avec une double nationalité américaine, a dû démissionner de son poste. Et donc, est vraiment poussé très loin les restrictions qui pouvaient être mises en place vis-à-vis de la Chine et aussi d'autres pays, donc la Russie, après son invasion de l'Ukraine. En parallèle à ça, ce qu'elle a fait de nouveau, par contre, c'est vraiment de développer tout un plan visant à rapatrier aussi la production aux États-Unis ou, dans une certaine mesure, dans des pays alliés. Donc, on a eu le CHIPS Act qui visait à investir 40 milliards de dollars américains pour encourager le rapatriement de la production de ces semi-conducteurs-là aux États-Unis. Il y a eu des contreparties significatives aussi des compagnies privées. En parallèle à ça, ce qu'a fait l'administration Biden aussi, qui est également très significatif, c'est vraiment jouer un rôle de gestionnaire dans l'économie et de vouloir jouer comme un intermédiaire pour modifier comment est-ce que la chaîne de valeur allait se développer. Et qu'est-ce qu'elle a fait en particulier? C'est de jouer un rôle de négociateur entre des compagnies privées pour favoriser où est-ce qu'elle allait se développer cette industrie-là. Donc, un cas en particulier qui a été assez frappant selon moi, c'est avec les Émirats arabes unis, où une compagnie, une firme d'investissement a signé une entente avec Microsoft pour développer toute une infrastructure d'intelligence artificielle, une des plus grosses qui se créerait actuellement. Mais ça avait tout été négocié en partie avec le gouvernement américain qui avait aussi demandé à ce que le système émirati se purge de toute composante chinoise afin de gérer sa zone d'influence. Et donc, on voyait vraiment cette stratégie de zone d'influence, de s'assurer on va rapatrier, mais également établir où est-ce qu'on veut que ces technologies se développent. Et ça s'est vraiment formalisé quelques semaines uniquement avant que Trump entre en poste, avec l'adoption de ce qui s'est appelé la AI Diffusion Rule, qui est venu créer un système à 3 vitesses qui identifie des pays qui peuvent recevoir les semi-conducteurs les plus avancés, donc la catégorie verte si on veut, la catégorie jaune où il y a des pays qui font face à des restrictions d'importation et la catégorie rouge où on interdit toute exportation des semi-conducteurs les plus avancés. Point très marquant, le Canada, on est dans la catégorie verte, mais il y a plusieurs pays de l'OTAN et de l'Union européenne qui ne sont pas dans la catégorie verte, qui se retrouvent dans la catégorie la seconde classe. Arrive l'administration Trump, donc, pour conclure là-dessus, et on pourra poursuivre la discussion ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Bien,
Il reste encore beaucoup de choses. Ça fait uniquement un mois. On n'a pas encore vu tout le développement de sa stratégie. Les indications qu'on a, premièrement, sont qu'elle tendrait à aller dans la même direction de l'administration Biden en termes de contrôle à l'exportation et même potentiellement voir les réduire. Moi, je pense qu'il va être intéressant à surveiller, c'est qu'on l'a un peu mentionné, mais il y a beaucoup d'oligarques, notamment technologiques, autour de Trump, et il y a des intérêts majeurs à vouloir exporter ailleurs. Donc, on va pouvoir se questionner, ou on va devoir surveiller comment est-ce que cette réglementation va évoluer aussi par ces intérêts privés qui sont très forts autour de lui et qui font partie de sa coalition qui le supporte le plus. L'autre chose que Trump a fait, par contre, c'est là où il se distingue beaucoup de Biden, c'est dans sa stratégie non plus de gérer l'économie, en tout cas le secteur des semi-conducteurs via une politique industrielle et des zones d'influence, mais c'est en mettant de l'avant une stratégie qui est fondamentalement nationaliste, unilatéraliste et en rejetant la stratégie des politiques industrielles. Donc, Trump a déjà annoncé, on verra s'il va jusqu'au bout, mais il veut retirer le financement. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, il y avait une compagnie qui était supposée recevoir, donc TSMC, qui est le plus gros joueur dans le domaine, 6,6 milliards pour une nouvelle usine en Arizona, a uniquement reçu 1,1 milliard ou 1,5, pardon, à l'heure actuelle. Ce n'est pas garanti qu'elle va avoir le reste des fonds. Qu'est-ce qu'il veut mettre en place à la place? Surprise, surprise, des tarifs. Sa stratégie est que pour rapatrier la production aux États-Unis, le meilleur outil qui coûte le moins cher, ce sont des tarifs selon lui. Et il veut donc les mettre à tous les pays qui sont sur la planète, incluant Taïwan. Et là, on peut retrouver le même langage provocateur qu'il a envers le Canada. Il a dit « Taïwan a volé l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis. Nous devons les faire payer pour ça et nous devons rapatrier la production chez nous. » Et annonce donc qu'il veut mettre ces tarifs en place. Les impacts que ça pourrait avoir, donc je termine là-dessus très brièvement et je pourrais en parler davantage dans la période des questions, mais pression inflationniste énorme. On parlait potentiellement à long terme, ça peut être remplacé, mais dites-vous bien là, que lorsqu'on parle de cette industrie-là, construire une usine de semi-conducteurs, c'est minimum 3 ans. Et il y a souvent des retards, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec le CHIPS Act, que c'est loin d'être garanti que ça va se passer même dans ces délais-là. Donc, à suivre s'il ira jusqu'au bout de sa stratégie. Donc, merci beaucoup, Guillaume. Donc, on va terminer ce premier tour de table avec Annie Chaloux. Bonjour. Donc, ma présentation, moi, porte sur la question du climat. Hein. Quelle est la nouvelle politique trumpiste et l'impact de cette politique climatique? Je ne sais même pas si je pourrais dire que c'est une politique, mais bon, sur la question des changements climatiques. Parce que quand on regarde la doctrine de Trump, qu'il applique sur la question des changements climatiques, bien, elle s'axe autour de trois principaux volets. Premièrement, et c'est ce qui a fait dès les premiers jours, c'est vraiment le fait de privilégier la souveraineté énergétique des États-Unis, et ce, qu'elle soit carbonée ou non, il y a vraiment une priorité énergétique là, qui est très forte. Deuxième volet, puis mes collègues en ont parlé amplement, c'est vraiment le volet de protectionnisme économique. Les tarifs en sont un exemple éloquent, mais aussi ce qui nous touche dans une perspective québécoise aussi, c'est vraiment le désengagement de Trump envers les grands accords climatiques internationaux. Et ça aura dans les prochaines années un impact majeur au Québec, mais pas nécessairement celui qu'on pense. Parce que si on regarde le retrait des engagements climatiques internationaux, j'étais là la première fois où Trump a souhaité se désengager. On était à la COP à Marrakech, il y a eu les élections et Trump s'était engagé dès le départ à se retirer de l'accord de Paris. On est encore dans la même chanson. Donc, il y a rien qui a changé à ce niveau-là. On savait qu'on pouvait s'en attendre. Sur la question des carburants fossiles, eh bien, là, on sait que pour lui, et il l'a dit pendant son discours, drill, baby, drill, on sait qu'il est vraiment dans une ère, et pour certains, en fait, qui est une ère qui est un peu passée date, c'est-à-dire qu'il cherche à revamper le secteur des énergies fossiles, alors que les industries ne sont plus nécessairement là, ne sont plus nécessairement présentes. Puis on le voit avec Keystone XL, qui est pour moi l'exemple le plus éloquent. Il veut relancer ce secteur-là, alors que l'opérateur dit, ben non. Donc, il va à l'avant, il devance ce que les acteurs même du milieu économique souhaitent ou ne souhaitent pas voir de l'avant.
Dans ses premiers décrets présidentiels, il a voulu donc, il a signé cette urgence énergétique nationale dans laquelle il levait là, plusieurs réglementations pour accélérer les permis pour les infrastructures énergétiques fossiles, lever les restrictions notamment sur le développement en Alaska et dans le golfe du Mexique, mais aussi, ce qui est un peu étrange et pour moi fait pas de sens quand on est dans une situation d'urgence énergétique nationale, c'est aussi de suspendre sur les terres fédérales, tous les projets d'énergie renouvelable. Et ça, pour moi, ça va vraiment à contresens. Et j'aimais bien ce qu'Elisabeth avait mentionné. On essaie de rationaliser quelque chose d'irrationnel. Moi, un terme qui me vient à l'esprit, c'est la notion de précrastinateur. Hein. Ce qu'il veut faire, c'est faire le plus vite, en faire le plus possible, mais tourner tous les coins ronds, puis que ça n'arrive pas dans les résultats, c'est pas grave. Ce que les gens regardent à la fin de la journée dans les médias, c'est voici les nouvelles décisions qui sont prises, et le calculateur est seulement pris sur les décisions et non pas sur le réalisme de la mise en œuvre et les effets pervers ou collatéraux que ça va générer. Aussi un élément, et ça je pense que c'est un élément de préoccupation qui est encore peu mentionné, mais que je pense qu'il faut mettre en lumière, c'est le fait que le fédéral est en train de littéralement, comme dans tous les autres secteurs, d'affaiblir les politiques fédérales sur la protection de l'environnement, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il a passé un décret pour, par exemple, diminuer les normes sur les émissions des véhicules à essence. Donc, on va avoir encore du pétromasculinisme qui va se mettre en place sur ce secteur-là. Mais il y a aussi le fait que il réduit donc tout le budget et l'indépendance de l'EPA. Et ça, c'est un aspect qui est important parce que si jamais on voit se mettre en place des nouveaux projets pétroliers, de nouvelles infrastructures, par exemple des centrales au charbon, au pétrole, gaz naturel, eh bien, on revient dans une ère où ces projets-là risquent de se faire dans le Midwest américain et on a une problématique environnementale majeure qu'on a vécue pendant des décennies, qui est celui des pluies acides. Donc, il y aura dans le Nord-Est des impacts environnementaux majeurs qu'on ne parle trop peu ou pas du tout, en fait, actuellement, et qui, pour moi, problématique. Et un autre volet qui est moins climatique, mais qui est quand même lié, c'est le volet aussi de la protection de l'eau. On voit qu'en ce moment, il y aurait des pressions qui sont faites par l'administration Trump qui aurait voulu ouvrir des valves qui auraient un impact sur des bassins versants en Colombie-Britannique. Et on a commencé à entendre parler du fait qu'on a le plus grand réservoir d'eau douce au monde avec les Grands Lacs et qu'il songerait peut-être à remettre en question toute l'entente sur le partage des eaux limitrophes avec les États-Unis, avec la CMI, et que si les États-Unis se retirent d'une telle entente, ça a un impact extrêmement important parce que s'il ouvre un peu les valves davantage dans les Grands Lacs, ben ça a un effet sur la hausse du niveau du fleuve Saint-Laurent, donc des inondations majeures, une insécurité majeure, et à voir ce qu'il a fait en 5 semaines. Je veux pas faire j'ai l'impression que j'appréhende un mauvais rêve, mais je prédis, hein, je vais faire ce que Christine disait, elle ne voulait pas prédire, mais je garde en arrière-plan toujours la question de l'eau, qui pour moi est vraiment un aspect qui est négligé, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps pour que cette priorité-là revienne à l'agenda. Ceci étant dit, il y aura des impacts au Québec et des impacts économiques majeurs sur le volet énergétique notamment, parce que si on recommence à promouvoir de manière assez importante tout le développement de la filière fossile au niveau énergétique, ben ça peut avoir un impact sur nous, notre capacité d'exporter de l'énergie, parce que l'hydroélectricité québécoise sera plus autant compétitive qu'auparavant. En même temps, dans notre contexte à nous, ça peut devenir une stratégie intéressante, parce qu'on parle de produire des nouveaux mégawatts. Eh bien là, peut-être qu'on va avoir une plus grande flexibilité. Donc, économiquement, c'est pas dit que ce sera nécessairement négatif à moyen et à long terme. Pardon. Pour ce qui est aussi tout le volet des semi-conducteurs, mais tout le développement de la filière batterie, ben ça, c'est sûr que les pressions américaines et les risques de tarifs vont avoir vraiment un impact sur ce secteur-là qui est en émergence au Québec. Il y a aussi donc un risque au Québec sur un risque accru pour la pollution transfrontalière. Là, je vous ai parlé des pluies acides, sur la question de l'eau également. Bien sûr, la question des changements climatiques est aussi importante. Et comme on l'a pu voir dans le premier mandat de Trump, il avait essayé de mettre à mal
le marché du carbone Québec-Californie, il n'y était pas parvenu la fois 1, donc je crois que l'histoire se répétera. Il va tenter à nouveau, d'autant plus que l'État de Washington est intéressé à très court terme à se joindre au marché du carbone. Donc, ce sera la revanche des États américains. On l'a déjà vu dans le passé sous George Bush, là, quand l'État fédéral se retire des questions climatiques, mais ça devient terre d'opportunité pour les États américains de jouer un rôle de leadership sur cette question-là. Donc, on n'est pas nécessairement perdant. Et donc, il y a peut-être 3 éléments que je voudrais terminer pour parler des opportunités et des stratégies d'adaptation qu'on peut avoir dans le contexte Trump 2. Premièrement, puis le Québec le fait déjà depuis longtemps, mais je pense que c'est un volet qu'il faut réfléchir et accentuer, c'est de renforcer nos alliances climatiques avec les États américains. Le fédéral peut et dit beaucoup de choses, mais dans la réalité, sur la gestion des ressources naturelles, sur plusieurs enjeux, le Québec peut jouer un rôle majeur dans le développement de ces stratégies avec les États américains. On peut penser à New York, Massachusetts, Californie, Oregon, Washington. Il y a donc un espace à occuper sur cette question-là. Sur le volet des technologies propres, ben, c'est aussi une occasion qu'on doit saisir sur le plan de se rendre moins dépendant des États-Unis, mais aussi de diversifier dans un secteur de pointe, parce que là, on est dans un intermède, espérons-le, de 4 ans. Quand j'entendais parler des collègues tout à l'heure d'un possible 2028, j'ai un petit peu la chair de poule. Mais donc, ce volet-là est quand même important. Et le troisième volet, c'est aussi, encore une fois, une stratégie de le Québec doit jouer plus activement sur la scène internationale et doit utiliser son levier de leader sur les questions climatiques sur la scène internationale avec ses partenaires européens. Et ce sont des éléments qui pourraient jouer éventuellement vraiment en notre faveur. Et donc, je terminerai simplement en disant, on se pose souvent la question sur l'administration Trump, est-ce que c'est un tournant ou un obstacle dans les politiques climatiques québécoises et internationales? Bien, moi, je le vois quand même, et je suis toujours une éternelle optimiste, là, pardonnez-moi, mais on est dans une occasion, dans un moment charnière où on peut accélérer la transition énergétique qu'on peut avoir sur les carburants fossiles. C'est pas le temps de revenir sur les projets antérieurs. Je pense que c'est un élément qui est important à souligner. Je pense qu'on est aussi dans une optique, puis vous l'avez peut-être vu ce matin là, dans les médias, mais je fais partie d'un groupe de signataires qui se nomme donc « Soyons extraordinaires ». C'est cette idée de dire, c'est le temps de revamper, de promouvoir toute cette exceptionnalité québécoise avec le filet social qu'on a développé. Je pense que c'est aussi une opportunité de revoir ce qu'on fait chez nous, de renforcer tout le rôle que l'on peut jouer sur les questions économiques, sociales et environnementales, et bien sûr le fait de jouer un rôle clé dans toute l'action internationale du Québec. Je pense que ça peut devenir un levier qu'il faut saisir parce que, espérons-le, ce ne sera que 4 ans. Voilà, merci. Nous vivons d'espoir. Merci beaucoup pour ces interventions. Juste mentionner quelque chose en complément de votre présentation, c'est que les rares fois où Trump a été interrogé sur les changements climatiques au cours de ces 2 campagnes, ces 3 campagnes, si on ajoute 2020, sa réponse était toujours ne pas parler des changements climatiques, mais dire que lui, ce qui était important pour lui, c'était la qualité de l'eau. Donc là, ce que vous me dites, c'est que même cette promesse-là n'est pas en voie d'être réalisée. Et si vous connaissez un peu l'histoire américaine, vous savez que avant là, c'est un retour en arrière, là, on retourne aux années 60, là, où il y avait 0 réglementation, où la rivière Cuyahoga, entre autres, en Ohio, a pris en feu, littéralement. Donc, c'est sûr que c'est assez inquiétant. Voir les images sur YouTube, c'est... Oui, c'est quelque chose. Donc, on va prendre les questions. Donc, je vais commencer par une question une question qui nous vient en ligne, donc ça s'adresserait principalement à Guillaume. Donc, quelle est la position de Trump sur Taïwan et existe-t-il un danger que son ambivalence favorise une invasion de la Chine et surtout, quels seront les effets sur les semi-conducteurs? Et une question que moi j'adresserais à Annie Chaloux, j'aimerais savoir si j'ai l'impression, c'est peut-être une erreur que je fais, j'ai l'impression que sous le gouvernement Legault, on voit un désengagement de la participation du Québec à la conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre, du premier ministre de l'Est du Canada, qui est une institution dans laquelle on parle beaucoup de changement climatique depuis longtemps. Est-ce que c'est juste une impression que j'ai ou est-ce que c'est vraiment un fait qui est avéré? Et j'aimerais savoir aussi, vous parlez des partenariats qu'on a présentement, vous avez mentionné l'État de New York, l'Oregon, etc. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir des partenariats avec des red states, des États républicains et des États où se concentre évidemment la production d'énergie fossile? Est-ce qu'il y aurait des terrains sur lesquels on pourrait collaborer sur des enjeux environnementaux et climatiques? Et on pourrait peut-être prendre une première question du public aussi. Richard Ouellette, professeur à l'Université Laval. Merci beaucoup aux 4 panélistes, c'est fascinant. Quelques
peut-être deux commentaires doublés de questions. La première chose, jusqu'à maintenant, depuis le début de la journée, on parle beaucoup de Trump, on cible beaucoup sur l'individu, et un peu comme s'il fallait retenir notre souffle le temps de son mandat, puis qu'après ça, peut-être le péril sera passé. Moi, je nous invite peut-être à ne pas perdre de vue que Trump est le problème, mais il y a 77 millions d'Américains qui ont voté pour Trump. Et il y a un mouvement MAGA. Et il y a du monde plus jeune que Trump dans le mouvement MAGA. Il y a J.D. Vance qui était l'âme unique menacer l'ensemble de la planète. Il ne faut pas perdre ça de vue. Premier commentaire que je voulais faire. Le deuxième, deux petites questions, une à Frédéric, puis une à Annie. À Frédéric, tu as évoqué les travaux de Stephen Miran qui, soit dit en passant, a été très, très largement contredit par beaucoup d'économistes, y compris par ceux que Miran cite. Miran néglige deux éléments dans les papiers qu'il a produits pour la Maison-Blanche. Le premier, c'est qu'il prend pour acquis qu'il n'y a pas de riposte, alors qu'historiquement, il y a toujours des ripostes à des tarifs douaniers. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, mais historiquement, il y en a toujours. Puis le deuxième, c'est que Miran prend pour acquis que ceux qui exportent vers les États-Unis n'ont pas d'autres possibilités de marché d'écoulement, ce qui est aussi une fausseté. Donc, moi, Miran ne m'impressionne pas particulièrement, mais ma question, donc, c'est... quelle vision as-tu de est-ce qu'il faut tenir tête à Trump ou laisser le temps ou donc est-ce qu'on riposte est-ce qu'on riposte fort? Ma question pour Annie, tout à fait d'accord avec l'ensemble des positions que tu prends, puis une idée que tu énonces puis qui me plaît particulièrement. C'est qu'on entre dans une ère où le high policy n'aura pas beaucoup d'importance. On ne voit pas beaucoup, d'ailleurs, la logique, là. L'accord qui va être signé demain par l'Ukraine et les États-Unis tente de mettre fin à une guerre que la Russie a commencée pour pas que l'OTAN protège l'Ukraine, mais finalement, demain, les États-Unis vont avoir une présence militaire ou une protection militaire pour l'Ukraine. Donc, même Poutine, je ne comprends pas ce qu'il fait. Donc, le high policy n'est pas là, mais on est dans une ère de low policy. Le low policy va être extrêmement utile et effectivement, le gouvernement du Québec, je pense, gagne beaucoup en importance dans la période qu'on va traverser. Puis ma question, c'est à propos de l'eau. Je suis comme toi et je suis extrêmement préoccupé par l'eau. On sait que les États-Unis ont un œil sur notre eau. Nous ne sommes pas de bons détenteurs de l'eau parce que tout en étant ceux qui ont le plus d'eau douce per capita au monde, si ma vision des statistiques est la bonne, nous sommes aussi les premiers ou les deuxièmes plus grands gaspilleurs d'eau douce du monde. Alors, qu'est-ce qu'on se donne comme politique à l'égard de l'eau pour être capable de dire « Oups, on vous enverra pas des pipelines de pétrole, puis on vous enverra pas des pipelines d'eau non plus. » Donc, où est-ce qu'on loge? Puis, on est un peu dans une crise. Churchill disait tout le temps, il ne faut pas gaspiller une bonne crise. On est là. Peut-être que c'est le temps de se donner, de faire des vraies mises en place, de vraies politiques dont on manque cruellement. On a été un peu paresseux au Québec sur un certain nombre de politiques publiques, y compris sur l'eau. Qu'est-ce que tu préconises à cet égard-là? Donc, on pourrait y aller avec une première ronde de réponses, si vous voulez. Excellent. Donc, il y a eu plusieurs questions. Je peux y aller. Pour la question sur Taïwan, bien, ça montre bien à quel point, je pense que lorsqu'on regarde Donald Trump, il n'y a pas nécessairement toujours une grande stratégie qui est toujours cohérente par rapport à tous les objectifs qu'il réalise. Donc, d'un côté, il veut justement minimiser l'importance de l'industrie des semi-conducteurs à Taïwan, ce qui actuellement pourrait être un des grands arguments pourquoi les États-Unis devraient aller à leur défense. En même temps, on a aussi la situation où sa posture par rapport à l'Ukraine et par rapport à ce que la Russie en fait en Ukraine envoie aussi un signal comme quoi il serait prêt à accepter dans une certaine mesure que ce n'est pas sa zone d'influence, que ce qui se passe là-bas, c'est l'enjeu d'autres grandes puissances. Mais par ailleurs, puis donc ça envoie un signal que je dirais dans ce cas-ci qui est plutôt négatif pour Taïwan, mais par ailleurs, si on regarde ce qui est en train d'être dit par l'administration, donc Pete Hegseth, le nouveau l'équivalent du ministère, le secrétaire à la Défense, il s'est présenté, a plus ou moins dit « L'Europe, c'est pas nos affaires, on a d'autres chats à fouetter. Ces autres chats à fouetter, c'est la Chine, c'est l'Asie. C'est ce qui les intéresse. » Et là, encore là, c'est pas super cohérent encore actuellement, donc c'est difficile d'avoir une vision très claire de quelle serait sa position. Ils sont en train de modifier leur politique par rapport à la Chine, ce qui a frustré la Chine déjà actuellement. Mais en même temps,
jusqu'à maintenant, puis là, je vérifiais parce que les nouvelles, hein, ça sort à tous les jours, mais là, il refuse de dire s'il viendrait à la défense de Taïwan, pour l'instant. Donc là, on reviendrait avec cette idée d'ambiguïté. Donc, ambiguïté stratégique qui était souvent cette vision américaine. Donc, beaucoup de messages contradictoires, pour ne dire que ça. Si je peux continuer. En fait, sur la question sur la conférence des gouverneurs, je ne pense pas que le gouvernement du Québec actuel prend un pas de recul. Je pense qu'en fait, c'est une organisation qui est extrêmement institutionnalisée et qui est très cohérent dans le temps. Fait que le fait qu'on n'en entend pas parler dans les médias, j'avais fait mon mémoire de maîtrise là-dessus, puis juste d'essayer de trouver des gens qui connaissent c'est quoi l'organisation, c'était déjà une paire de manches il y a comme 20 ans, 15 ans. Fait que c'est pas... fait que cet enjeu-là, il faut quand même, je pense, je mettrais des pincettes parce qu'il y a quand même eu des progressions dans le temps par rapport à cette première question-là. La deuxième question qui était sur... oui, les Red... Ben, en fait, quand on regarde les États rouges américains, ben il y a un défi supplémentaire qui s'opère dans l'action internationale du Québec parce que quand on regarde la politique internationale du Québec et la prochaine qui aura lieu, bien, la question des changements climatiques est prioritaire. Fait vraiment partie des piliers sur lesquels on veut construire l'avenir du Québec. Fait le fait d'entretenir des relations avec des Red States, on le fait parce que la Californie, ce fut un Red State pendant un certain moment. Le gouverneur Schwarzenegger était un républicain, là, puis on l'oublie. Fait que pour moi, la question rouge-bleu est moins importante que les intérêts communs partagés au sein des États américains. Donc, ça, je prendrais ça, ça serait à voir, en fait, quels États avec qui on partage un système de valeurs suffisamment intéressant pour qu'il y ait que ces partages-là. Pour ce qui est de la question de l'eau, moi, c'est un enjeu qui me préoccupe beaucoup, effectivement, parce que ben, il y a différentes choses qu'on oublie. Hein. L'eau, on ne peut pas la penser en état frontalier. Il faut la penser en termes hydrographiques. Un bassin hydrographique, c'est ce qui délimite comment on doit gérer une ressource en eau. Or, le plus grand bassin hydrographique du monde, c'est le bassin des Grands Lacs, c'est 20 de l'eau douce de la planète. Et les États-Unis, en fait, Trump a déjà eu un échec à son actif sur la politique de l'eau. C'est-à-dire que quand il y a eu les feux de forêt, une de ses premières manœuvres, ça a été de dire, bien, on va ouvrir les valves de réservoirs d'eau qui servaient à nos agriculteurs, puis on va envoyer l'eau en Californie, puis ça va régler le problème. Bien, l'eau, elle s'est rendue à 265 km des feux de forêt. On a perdu nos réservoirs et il risque d'avoir une pénurie d'eau dès cet été pour les agriculteurs qui avaient cette batterie, si on veut, mais ce réservoir exact de protection-là. Donc déjà, et j'ai pas hâte de voir parce que je suis pas prophète de malheur, mais j'anticipe déjà ce qui va se passer cet été et ça risque de jouer un rôle sur la question de la pénurie d'eau. Ensuite, bien, une fois que j'ai dit le fait qu'il faut penser l'eau dans une perspective de bassin hydrographique, bien, il y a plusieurs États américains. En ce moment, là, quand on regarde les Grands Lacs, il y a même des villes il y a une partie de leur eau qui peut être prise dans un des Grands Lacs, mais ne peut pas aller à l'autre extrémité de la ville. Il ne peut pas le rejeter à l'extérieur parce que l'extérieur est dans un autre bassin hydrographique quand on regarde l'eau. Et il y a déjà des ententes qui sont faites sur cette question-là pour s'assurer qu'on respecte au maximum. Et il y a plein d'États américains, plein de localités américaines que si Trump envisage les grands projets qu'on avait à la fin du 19e, du 20e siècle, là, de construire là, un canal qui se rendra en Californie pour irriguer les côtes, bien, ça va générer des problèmes majeurs. Et même, un problème qu'on oublie, c'est que s'il y a trop d'eau qui est une ponction d'eau, bien, le niveau du fleuve Saint-Laurent va diminuer, donc les navires ne pourront plus se rendre dans le Midwest. Donc, ça va poser un problème pour eux, mais pour nous, bien, ça fait que le commerce international va arrêter à Montréal. Et ça peut devenir un avantage stratégique. Mais quand on commence à le réfléchir comme ça, ben, ce sont des décisions qui tiennent pas la route pour très longtemps, quoique c'est pas la première fois qu'on voit des inepties se faire. Donc oui, moi, je suis beaucoup plus dans une logique en ce moment. Ce qu'il va falloir regarder, ce sont les États américains, ce sont la manière dont le Québec interagit avec eux. Je pense que c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir mener un dialogue constructif, utiliser de ce qui se passe au-dessus de leur tête. Moi, je pense qu'il y a un élément important, en fait, qui a été énoncé sur la riposte. Il
faut qu'on riposte. Tu sais, tout à l'heure, je dis il faut le faire intelligemment, mais il n'y a pas le choix de le faire, puis il faut que ça fasse mal. Tu sais, je veux dire, les Tesla, c'est 100%, puis c'est bon. Tu sais, je veux dire, on va le mettre, le tarif aussi. Il y a des éléments qu'il va falloir identifier. Donc, il faut qu'on s'organise, mais d'une façon générale, il va falloir qu'on réfléchisse où on doit faire mal, en fait, pour qu'ils comprennent, parce que, tu l'as dit tout à l'heure, les gens sur place commencent à s'en rendre compte des enjeux qu'il va y avoir, là. Tu sais, donc, ils le voient, l'impact sur l'emploi, l'impact sur l'économie, l'inflation, tu sais, toutes les tensions-là vont être là. Donc, il faut qu'on s'organise sur cette riposte-là, il faut le faire. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est dans l'idée de travailler. Tu sais, on parlait de la région des Grands Lacs, les enjeux sont là, beaucoup pour le commerce international. Et actuellement, on le voit, les maires des municipalités se parlent entre eux, les États, il y a quelque chose qui se passe là, tu sais, je veux dire, entre les gouverneurs, entre les maires, tu sais, pour justement essayer de contrer ça. OK, il y a des choses qui se passent en haut, mais il y a des choses qui se passent en bas. Par contre, l'autre chose, l'opportunité qu'il faut prendre, nous, au Québec et au Canada, c'est identifier où est notre valeur ajoutée. Il faut se diversifier, il faut aller vers l'Europe, il faut le regarder. Jusqu'à présent, on était dans une forme de dépendance facile parce qu'on est proche, c'était facile et tout ça. Mais je pense qu'on a une carte à jouer, c'est peut-être une façon pour nous de le faire. Puis le dernier élément, ça vient de ce qu'on importe ou ce qu'on exporte finalement, c'est souvent à faible valeur ajoutée. Là, il faut qu'on monte en gamme aussi, nous, au Canada et au Québec. Donc cet élément-là, parler de l'avantage environnement, c'est toutes des choses qui vont faire qu'on va réussir à tirer notre épingle du jeu, je pense. Merci beaucoup. Sur les 77 millions d'Américains qui ont voté pour Trump, je pense que c'est hyper important de le rappeler. C'est une victoire plus nette qu'en 2016. Il gagne le vote populaire, il gagne cette fois-ci tous les États clés de l'élection. Et parmi ces États clés-là, il y a des États qui sont extrêmement importants pour la discussion qu'on a aujourd'hui et à peu près toutes les discussions qu'on va avoir aujourd'hui. La Pennsylvanie, tarif sur l'acier. Le Michigan, l'automobile. Le Wisconsin, le secteur agroalimentaire et notre système de gestion de l'offre. Donc, tantôt, on parlait de l'effet des annonces et de l'importance des annonces. On est mal pris au Canada parce qu'il y a trois États clés des élections présidentielles depuis 2016 et qui risquent de le rester en 2028, qui sont des États non seulement voisins du Canada, mais où, sur le plan économique, il y a des secteurs d'activité que Trump dont Trump parle tout le temps, parce qu'il y a un appétit. Puis ça, on l'a vu sur le terrain quand on a fait nos enquêtes là-bas avec Christophe pour le livre sur l'Amérique d'abord, le Canada ensuite. On a fait des entretiens avec des gens qui sont en situation de détresse économique, là, mais prononcée en raison de la désindustrialisation puis de la perte de vitesse de cette région-là, qui ne date pas de Trump, qui date d'il y a des décennies, comme on le sait. Mais ce qu'on nous disait sur le terrain, puis on a vu ça dans toutes sortes de reportages sur cette région-là depuis, c'est on n'est pas sûr que ça va marcher avec Trump, mais au moins, il nous donne l'impression qu'il est là pour nous. Il fait des annonces, justement. Il nous donne l'impression qu'il y a une vivacité, qu'il y a des actions, qu'il y a des... Mais Jean Baudrillard dirait simulacre et simulation, parce que il y a des annonces, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est ça, en fait, qu'on va devoir surveiller au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Ce qu'on peut dire durant le premier mandat, c'est que les tarifs sur l'acier et l'aluminium, ça a été dit, n'ont pas permis de relancer ces industries-là, parce que ça a été dit également, lancer une aluminerie, c'est pas simple, ça prend des années. Il y a peut-être pas, sur le plan des avantages comparatifs, il y a toute la question de l'énergie qui fait en sorte que acheter l'aluminium chez nous, c'est plus pratique que de lancer des alumineries en sol américain, par exemple. Et là, les gens commençaient à le voir sur le terrain en Pennsylvanie, au Wisconsin. Les tarifs n'avaient pas nécessairement permis de relancer des fermes laitières ou le nouvel Aseum non plus. Mais ce qui s'est produit, c'est la COVID-19. Et la COVID-19 a comme mis un petit peu ces discussions-là sur pause. Et ce qu'on a vu durant l'élection de 2024, il y avait l'inflation aux États-Unis, beaucoup de frustration à l'égard de Joe Biden, mais il y avait une espèce, parmi les partisans de Trump, de nostalgie de ce que Trump avait proposé avec toutes ces annonces-là durant son premier mandat. Mais certains nous disaient, on n'a pas pu pousser ça jusqu'au bout ou vérifier si la recette, elle marche vraiment. Donc, on a envie d'y donner une deuxième chance. Là, il y a un mandat fort pour essayer à nouveau tout ça. Et pour ce qui est, puis on verra ce que ça donne. Mais peut-être qu'effectivement, puis quand on compare, disons, la création d'emplois dans les États dont j'ai mentionné avec la création d'emplois dans d'autres États des États-Unis durant le premier mandat, ce qu'on constate, c'est que la création d'emplois, elle était beaucoup moins rapide dans ces États-là, qui sont importants pour Trump dans ces secteurs-là, que ce qu'on voyait dans d'autres régions des États-Unis. Mais Trump n'en parle pas de ça. Il est dans l'effet d'annonce. Il dit, quand il était homme d'affaires, je vais lancer le plus gros casino d'Atlantic City. Il y a une belle annonce. Je ne sais pas si vous êtes allé à Atlantic City récemment, mais le casino n'est plus là. Okay? Donc, le résultat, c'est pas terrible, mais l'annonce a fait rêver bien des gens.
à ce moment-là, puis il essaie de faire rêver bien des gens avec toutes ces annonces en ce moment. Donc, on va voir. Puis, je termine là-dessus. Oui, la riposte peut avoir des effets néfastes sur les activités économiques américaines. Ça, c'est vrai que Miran n'en parle pas dans son document. Pour ce qui est de Miran, ben, vous connaissez mieux ces théories que moi. Je vois Christian Debloc au micro, vous les connaissez mieux que moi. Mais j'ai lu les débats sur ces théories-là, puis effectivement, c'est très controversé. Mais encore là, j'en reviens à ce que je disais tantôt, il est le chef du Council of Economic Advisors, donc il aura peut-être ou pas, on ne sait pas, mais peut-être l'oreille attentive du président. Le président américain semble conquis à ces théories-là, et ceux qui vont décider si ça tient la route ou pas, ce sont les 77 millions qui vont voter pour la prochaine fois. Donc, il va falloir des résultats, et sur les deux questions de l'urne pour les partisans de Trump, l'économie et l'inflation, et l'immigration, la question frontalière aussi, Elisabeth et Andréane en ont parlé tantôt, mais je ne sais pas si vous avez vu les mêmes chiffres que moi, mais pour l'instant, l'expulsion massive des migrants non documentés, là, elle n'a pas vraiment lieu, parce que les chiffres pour le premier mois de Trump, c'est 37 000 expulsions, je pense, pour le premier mois de Trump, alors que durant la dernière année de Biden, on était à 57 000 par mois durant toute la dernière année de Biden. Mais Trump n'en parle pas de ça. Mais à un moment donné, les gens qui ont voté pour lui sur les deux questions de l'urne dont on parle vont commencer à porter un petit peu plus attention aux détails. Peut-être pas tous. Et il y a une loi générale en politique américaine, il n'y en a pas beaucoup, mais un président est presque toujours plus populaire au début de son mandat que par la suite. Puis là, à 48 % Trump est bien content, mais il essaie de faire diversion souvent pour pas qu'on parle de ça, pour des annonces et tout ça, mais à un moment donné, la réalité va le rattraper. Et comme le disait Fabienne Thibault dans la chanson, c'est une question de feeling. Et si on file en sol américain que les recettes ne marchent pas, il va redescendre aussi. Puis les critiques vont commencer à être plus fortes, selon moi. Merci beaucoup. Donc, on va faire une autre ronde de questions. Donc, ça fait longtemps que vous êtes debout, donc je vous en prie, posez-nous votre question. Merci. En fait, c'est plus rebondir sur ce qu'a dit Frédéric. Tu as dit deux choses importantes. D'abord, tu as ouvert le congrès de ce matin, le colloque de ce matin, tu as parlé finalement que des effets d'annonce, toujours, on inonde le terrain, etc. Mais en même temps aussi, qu'on inonde le terrain, il y a un effet là-dedans de provocation, mais également aussi, c'est que ça focus l'attention. C'est comme ça qu'on s'est fait avoir au Canada, puis on en a renégocié la LEDA pour faire le CEUM. Pendant qu'on était focusé là-dessus, bien évidemment, les Américains ont passé d'autres choses à côté. Moi, c'est ce que j'appelle la stratégie de la mouletta. Là. Vous savez, à la corrida, là, le chiffon rouge qui attire le taureau. Pendant que le chiffon rouge qui attire le taureau, ben on le pique. Et c'est un peu ça aussi qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans le fond, est-ce que c'est vraiment là que se passent les vrais problèmes ou c'est pas ailleurs? Et là, je rebondis sur la deuxième remarque que tu as fait, Frédéric, qui est d'ailleurs complétée par les autres remarques qui ont été faites ce matin. Tu as évoqué Luttwak. Eh oui, Luttwak. Et c'est dans le fond peut-être là la clé de la réponse pour comment expliquer ce duo infernal Musk-Trump, qui sont tous contradictoires. Il y en a un qui veut des tarifs, l'autre qui est contre les tarifs, un qui veut des réglementations, l'autre qui est contre. Mais comment c'est ça? Et là, tu viens de toucher un point important, parce que ce que disait Luttwak, c'est qu'on est rentré dans l'ère de la géoéconomie. On est sorti du modèle classique, on est rentré dans un monde de géoéconomie. Et d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant parce que Justin, ce matin, il a évoqué le mot prédateur. J'ai adoré, j'adore le film avec Schwarzenegger, mais j'ai aussi adoré l'expression parce que les Américains eux-mêmes accusent la Chine d'être des prédateurs. Autrement dit, on est dans un monde, peut-être qu'il y a deux prédateurs, et ça fait pas mal de dégâts. Je vous invite à revoir le film, peut-être un prédateur contre Alien, ça fait bien des choses un peu intéressantes. Mais par-delà de ça, ce qui est important, ce que dit Luttwak, c'est qu'en fond, on est rentré dans le monde de la géoéconomie, et l'enfant se demande à repenser les choses différemment, et en termes de puissance. Et d'ailleurs, il rajoute, parce qu'il a évidemment évoqué sa vision pessimiste, il ajoute, dans le fond, que les seuls qui font vraiment de la géoéconomie, c'est la Chine. Eux, ils sont dans le domaine de la géoéconomie. Parce qu'ici, finalement, on n'est pas capable de pouvoir le faire à cause des pouvoirs légaux, à cause aussi, les hommes d'affaires ne sont pas prêts à se faire embarquer, etc. Et on l'a bien vu, d'ailleurs, pendant le premier mandat. C'est ce que les Navarro, Lighthizer, etc. ont voulu faire.
Mais ils n'ont pas réussi, finalement, à réattirer les compagnies aux États-Unis, s'appuyer sur le bras armé des entreprises pour pouvoir avancer contre la Chine. Et là, ils reviennent, finalement, mais de manière beaucoup plus cohérente, beaucoup plus armée. Et si vous regardez un peu les logiques, on commence à avoir un peu d'éclaircissement, là. Parce que qu'est-ce que je veux, ce monde-là, essentiellement? Quels sont les problèmes avec la Chine? On vient de l'évoquer, la question de l'eau. Oui, l'eau est importante, mais aussi l'eau est importante aussi pour tous ces nouveaux secteurs, finalement, qui utilisent beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Et donc, non seulement pas de réglementation, beaucoup d'eau, des ressources naturelles, des terres rares. Tiens, bon, comme par hasard, on signe un accord avec l'Ukraine sur les terres rares. Hein? On regarde où sont les terres rares. Comme par hasard, il y a une bagarre au Congo avec son voisin, le Rwanda, etc. Ben voilà des choses qui sont extrêmement importantes, qui doivent nous amener à réfléchir peut-être par-delà cette guerre des tarifs, où on va être pris finalement au piège. C'est dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Et là, ça va poser des sérieux problèmes, parce que s'il faudra qu'on change carrément notre manière de voir le monde, c'est plus le monde, dans le fond, de papa, comme dirait Pascal Lamy, c'est le monde de la géoéconomie, c'est peut-être le monde de Ludwig, mais alors à ce moment-là, finalement, si on rentre là-dedans, ben dans le fond, c'est peut-être, ça va être un sujet qui va être pas mal difficile, qu'il faudra suivre de près, à mon avis. Donc voilà, c'est juste un petit commentaire, je n'ai pas une question comme telle, je voulais rebondir sur les remarques qui ont été faites ce matin, en vous remerciant encore pour ce que vous apportez. Merci beaucoup. Donc, Arnold Schwarzenegger aurait été mentionné 2 fois dans ce panel. Et la journée est encore jeune. Bonjour, mon nom est Myriam Benmansour et je suis une professionnelle dans la fonction publique du Québec qui a une grande ambition de travailler dans les relations internationales, d'où ma présence aujourd'hui. Donc, par rapport, il y avait une question tout à l'heure qui avait été posée par rapport à, c'est-à-dire que veut Trump réellement? On ne sait pas exactement ce qu'il veut. S'il y a un des objectifs qui devient de plus en plus clair avec les dernières déclarations et décisions, c'est qu'il ne veut plus rien donner gratuitement. Donc, il veut monnayer tout soutien, qu'il soit militaire ou autre. On l'a vu avec donc là l'Ukraine. Il veut non seulement monnayer, mais il veut aussi se faire rembourser tout soutien passé. Par rapport aussi aux semi-conducteurs, là, la déclaration pour Taïwan. Donc, les États-Unis ont donné aussi de l'argent à Taïwan dans le passé. Là aussi, peut-être qu'ils cherchent à se faire rembourser en rapatriant, on va dire, cette industrie aux États-Unis. Et par rapport au Canada, est-ce que, avec cette décision-là, la menace d'appliquer des tarifs au Canada également, est-ce que peut-être le Canada, et là je voudrais connaître votre avis, ça ne serait pas peut-être pertinent de, à court terme, justement, chercher, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir pour qu'il fasse du profit à court terme avec le Canada? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir pour éviter ces tarifs? Tout en travaillant en parallèle, bien sûr, à court terme et moyen terme, chercher à diversifier, bien sûr, les partenaires commerciaux et puis les marchés d'exportation. Donc, est-ce que ça serait une bonne idée peut-être de lui offrir quelque chose maintenant, qu'il fasse du profit, c'est ce qu'il cherche, puis travailler sur, à plus long terme, moyen et long terme, à justement se tourner vers d'autres partenaires. Merci. Merci beaucoup. J'ajouterais en terminant une question qui nous vient de nos auditeurs virtuels. Donc, elle est adressée à Nathalie, mais peut-être que ça pourrait intéresser Guillaume aussi. Donc, pardon. Le Québec est reconnu pour ses compétences en intelligence artificielle. Donc, quel sera l'impact de Trump dans ce secteur? Oui, je peux commencer. Je vais juste revenir sur le commentaire qui a été fait par Myriam. Je ne pense pas que c'était une question directement à moi, mais je pense qu'un des points qui est important de rappeler, c'est vraiment le discours que Trump fait. J'ai subventionné le Canada, j'ai été volé par Taïwan. En réalité, les États-Unis ont énormément gagné de cette mondialisation-là. Je vais juste parler spécifiquement du cas de Taïwan, mais ce qui s'est produit, en fait, c'est que ce sont des compagnies américaines qui se sont spécialisées, qui développent les semi-conducteurs et qui les font produire à plus bas coût ailleurs dans le monde pour faire des grandes marges de profit et développer davantage leur économie. Donc, dans toute cette histoire-là, et ce qui leur donne aussi, c'est aussi ce qui leur permet d'avoir autant d'influence maintenant dans l'industrie des semi-conducteurs, de par le fait qu'ils sont aussi centrales dans cet écosystème-là. Ce qu'ils risquent de faire, c'est aussi de briser à la fois cette influence-là et ses gains économiques pour ces compagnies. C'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure que à voir qu'est-ce qui va se passer autour de lui, parce qu'il y a beaucoup de gens. Il a annoncé son grand projet Stargate. Là-dedans, on parle d'acheter massivement des semi-conducteurs qui ne peuvent pas aujourd'hui être produits uniquement aux États-Unis, ou en fait
pratiquement pas, bien honnêtement. Ils doivent les importer. Hein. Fait que là, s'il dit on va imposer 25% de tarifs, bien, il vient d'augmenter les coûts d'achat de manière significative pour son grand projet qu'il a annoncé en grande pompe. En tout cas, c'est pas techniquement son projet. On lui a fait une fleur de pouvoir l'annoncer. Hein. Donc, moi, je pense que c'est là où il va y avoir un frein assez majeur sans même qu'on ait besoin de lui donner quelque chose. Il y a des gens autour de lui qui vont dire « Écoute, tu veux demeurer le pays le plus important en intelligence artificielle? Il faut peut-être repenser la stratégie parce que là, on est en train de se faire ralentir. Puis si la stratégie, c'était de mener la plus grande longueur d'avance par rapport à la Chine, ben là, on est en train de se mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues. Hein. Pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est là où on a une carte à jouer, nous aussi, au Québec et au Canada. On l'a vu, il y a eu des annonces, ne sont pas au même niveau, pas même mesure, les zéros ne sont pas au même endroit, mais je pense que ça va être important, justement, en termes de souveraineté numérique, de retravailler notre politique, en fait, parce que, justement, tout à l'heure, tu disais, Nathalie va dire irrationalité, là, tu sais, en économie, on est un agent, on est rationnel, on a une certaine rationalité limitée, mais là, on est dans un autre... Ce genre de choses-là, on le voit bien que c'est pas rationnel. C'est pour ça que ça fait peut-être pas si peur que ça, parce qu'à un moment donné, les acteurs locaux là vont réagir. En fait, quelque chose va se passer. On le voit, il n'est pas en mesure de faire ce qu'il a dit. Ça va leur coûter cher. C'est pas possible. Et donc, du coup, dans ce cas-là, par rapport à la question qu'il y avait en ligne, moi, je pense qu'on doit jouer vraiment cette carte-là. Et on l'a déjà commencé, mais c'est comme si on le faisait, tu sais, doucement et tout ça. Là, il faut mettre un coup d'accélérateur. Il faut montrer notre positionnement. Et je pense qu'au niveau du Canada, on a fait des annonces, mais il va falloir vraiment les mettre en action, en fait, rapidement, pour montrer que justement, on est capable de se détacher, qu'on est capable de faire un certain nombre de choses et qui sont majeures, en fait, pour le Canada. Juste rapidement, sur ce que le Québec devrait offrir, les 2 panels d'après-midi seront intéressants parce qu'on va parler de la possible renégociation de la CEUM, puis on va parler de certains secteurs, j'en suis sûr, dont tout le dossier de la gestion de l'offre, ce qui avait été demandé les premières fois, tout ça, mais je dirais rapidement que je ne sais même pas, moi, si je ne sais même pas si la stratégie à ce stade-ci devrait être de commencer à offrir des choses, parce qu'on ne sait pas, en fait, s'il y aura des tarifs, si ces menaces-là sont sérieuses, ce que Trump veut lui-même. Je pense qu'on est peut-être mieux de ne pas lui donner des idées additionnelles à ce stade-ci. T'as coup qu'on parle de quelque chose, d'une chose à laquelle il n'aurait pas pensé. Merci. Ma question était à propos de l'environnement et la directive européenne de due diligence à propos du développement durable, durabilité, et qui est jointe aussi avec la question des droits humains, qui impose une obligation aux grandes entreprises européennes, les plus grandes, de faire le nécessaire. Ça a été voté en 2024, c'est d'ici à 2027. De faire le nécessaire pour améliorer l'environnement. Ça a donné lieu à une taxe de 10 %. Trump l'a pas pris de nulle part, son 10 %. Là. Une taxe de 10 % que la France a voulu imposer au Qatar pour importer des hydrocarbures du Qatar. Qatar a dit, vous savez, nous, on va le vendre ailleurs, notre pétrole. Donc, Trump dit, tout ce qui est hydrocarbures charge 10 %. Mais il fait juste ramener la balance à zéro, puisqu'en fait, on va lui charger 10 % pour ses pétroles de schiste. On va charger 10 % au Canada pour nos sables bitumineux. Alors, je me demandais où est la logique dans tout ça. Trump s'est retiré de l'accord de Paris avec une raison, c'est que ça lui coûtait 10 % lorsqu'il voulait exporter le pétrole de schiste ailleurs. Et 10 % serait peut-être ça va peut-être aller plus que ça, en réalité. Là. C'est donc, à un moment donné, il met un arrêt à ça. Il dit, bon, si on veut repartir l'économie, bien, peut-être que toutes ces taxes d'environnement, vous les payez vous-même, vous les facturez à vos contribuables, mais nous, on ne va pas enlever 10 % de nos coûts de production. Agissez sur votre population, mais nous, on ne veut pas être pénalisés sur les cours internationaux du pétrole. Alors, comme moi, vous voyez la directive européenne, qui s'applique aussi aux entreprises, non seulement américaines, du Qatar, mais également aux entreprises canadiennes. Comment est-ce que vous voyez ces taxes d'environnement nuire à notre productivité? Merci. J'ajouterais une question pour Guillaume, mais si les autres veulent y aller aussi, vous serez les bienvenus. On dit souvent qu'un des seuls consensus qui reste à Washington présentement, c'est la notion que la Chine est une menace. Et ça passe beaucoup dans le secteur des semi-conducteurs, justement, puis de l'intelligence artificielle notamment. Donc, j'aimerais savoir, à ton avis, est-ce qu'il y a des contre-discours par rapport à ça qu'on entend à Washington? Puis, de manière plus générale,
As-tu l'impression que les élus américains puis les décideurs ont les compétences nécessaires pour gérer ces dossiers-là? Puis je dis ça de même parce que, tu sais, on a entendu, si vous avez regardé des commissions d'enquête au cours des dernières années, toutes sortes de commentaires un peu farfelus sur l'intelligence artificielle, sur TikTok, qu'on appelle des fois tactique ou toxique, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est finalement. Est-ce que les États-Unis sont entre bonnes mains avec leurs élus pour gérer ces dossiers hautement stratégiques présentement? Je vais commencer par peut-être par répondre pour la question des tarifs sur le pétrole. En fait, quand on met en place des tarifs sur pétrole et gaz, c'est bon parce que le prix augmente et les gens consomment moins. Fait que si vous me posez la question dans une perspective environnementale et climatique, le fait que Trump veuille mettre des barrières à l'entrée de certains pétrole, gaz, etc., ben en fait, ça va permettre de lutter contre les changements climatiques. Donc, pour moi, il n'y a pas de problématique là qui est importante. Les États-Unis, oui, importent, mais les États-Unis exportent aussi. Et si c'est pas l'Europe, ben ce sera ailleurs. Hein. La Chine va être un receveur d'énergie infini. Là. Pour moi, cette question-là, elle est, en fait, ça me montre, je ne veux pas dire l'incapacité, mais l'absence de ligne directrice cohérente dans la politique énergétique que Trump souhaite mettre en place. Parce que les tarifs, l'Europe a mis en place aussi des tarifications carbone aux frontières, etc. Ils ont plein de mécaniques pour s'assurer que ce qui est produit au sein de l'Union européenne, il y a des équivalences ailleurs. Sinon, il y a des frais parce que produire en Europe, ça coûte plus cher parce qu'on veut respecter des normes environnementales. Après ça, que les États-Unis veulent faire de même sur la question énergétique, ben, l'Europe est en demande d'énergie, donc elle ne sera pas nécessairement intéressée d'exporter davantage certains produits vers les États-Unis. Fait que pour moi, le volet énergétique puis la tarification énergétique ne fait pas de sens au moment où ils souhaitent en plus développer sur son territoire, surtout si on veut lutter contre les changements climatiques. Fait qu'il y a comme là une zone qui est grise, là, selon moi, puis ça représente tous les défis de cohérence là, de la politique climatique trumpiste. Très bonne question. Donc, sur le consensus vis-à-vis de la Chine, je pense que tu as tout à fait raison. Ça me semble être un des consensus qui se maintient, puis c'est ce qu'on peut observer. Je pense que s'il y a des dissensions, en fait, c'est beaucoup plus actuellement à la marge. Donc, par rapport à, par exemple, le discours sous Biden, davantage, c'était ce concept de small yard high fence, donc en français, un petit jardin avec des barrières élevées, et c'était de définir quel serait vraiment le jardin qu'on veut protéger, ici compris comme étant les technologies spécifiques qu'on veut empêcher qu'elles se rendent en Chine. Puis c'est là où va vraiment se jouer le discours, puis c'est là où se retrouvent aussi les intérêts économiques. Parce que ces compagnies-là encore vont dire « Ouais, mais là, nous, on aimerait avoir moins de restrictions, hein, parce que ça nous permet de nous développer. » Puis il y a quand même à ce moment-là, effectivement, des intérêts politiques dans certains États de dire « Ben oui, on veut leur permettre. » Et c'est vraiment tout le jeu qui a lieu à cet endroit-là de définir quel est ce petit jardin. Ce qui m'amène à un point aussi, quand les dernières fois j'étais aux États-Unis, j'étais notamment à une conférence, puis il y avait des présentations de gens qui venaient de l'administration, puis un élément que j'avais trouvé très intéressant qui avait été dit, c'est vous auriez été il y a 10 ans aux États-Unis, sous l'administration Biden, vous vouliez faire du commerce, où est-ce que vous alliez? Au USTR. Vous alliez négocier les prochains accords de commerce et c'est là que vous alliez définir la politique commerciale des États-Unis. Aujourd'hui, vous êtes intéressé par le commerce, vous voulez travailler aux États-Unis et vous voulez avoir de l'influence, où est-ce que vous allez? C'est plus l'USTR. Si vous allez au BIS, donc le bureau qui est en charge du contrôle des exportations. Et c'est là où se passe énormément de discussions par rapport à vraiment très stratégique et géoéconomique. C'est comment est-ce qu'on encadre nos compagnies, comment est-ce qu'on définit. Puis c'est là où, d'une certaine manière, si j'étais jeune, ben je suis encore jeune, pardon, mais si j'étais... De moins en moins chaque jour. De moins en moins chaque jour. Mais si j'étais encore plus tôt dans ma carrière, puis et aux États-Unis, et que je voulais me spécialiser, je pense que c'est l'endroit où ça se passe. C'est là où ça doit être vraiment stimulant dans les années à venir. Puis pour terminer sur ton deuxième point, est-ce qu'ils sont dans bonne main? Bien, je vais prendre un chemin un peu détourné, mais je pense qu'au-delà des élus, en fait, c'est tout l'écosystème qui est autour d'eux qui est en train de craquer et qui est très inquiétant. Le premier point, c'est l'écosystème médiatique. Donc, Stéphane faisait la mention dans le contexte de Twitter, d'Elon Musk. Ça encourage l'élection notamment de membres qui sont, effectivement, qui je pense qui ont une mauvaise compréhension de l'économie. Puis au-delà de ça, les élus, normalement, sont encadrés par leur administratif.
Les administrations sont là pour les aider à développer les bonnes politiques. Et c'est là où c'est très inquiétant ce que fait Trump avec Musk actuellement. Inquiétant pour le monde, mais aussi pour eux-mêmes. Ils sont en train de s'auto-saboter en détruisant son gouvernement. Ça prend énormément de capacité à mettre en œuvre. Encore une fois, je parle des restrictions à l'exportation. C'est très technique, c'est extrêmement compliqué. Il y a facilement faire des erreurs et, dans une stratégie géoéconomique, de se planter et de faire mal à son économie et de ne pas atteindre son objectif. Et le meilleur moyen d'y atteindre, c'est d'avoir une administration qui est faible et qui n'est pas capable de faire son travail. Et puis c'est ce qu'on voit qui est en train de se développer. Non, mais moi, je voulais juste compléter par rapport aux éléments. Tu parlais de l'intelligence artificielle tout à l'heure. En fait, j'étais récemment au sommet de l'IA à Paris. C'est les seuls avec UK qui n'ont pas signé l'accord qui a été fait sur l'IA responsable. Et en fait, un peu comme l'environnement, là où il va falloir qu'on travaille ensemble et qu'on collabore, en fait, c'est justement sur ce qui rajoute à nos valeurs et qui va faire une différence. À plus long terme, en fait, si on ne fait pas les choses sur le plan responsable, sur le plan environnemental ou sur le plan de l'intelligence artificielle, il y a la population, tu l'as dit, il y a de la désinformation, mais c'est en train de remonter en fait ces éléments-là où il faut jouer en fait une carte en fait de responsabilité sociale et de prendre en compte. Donc ça inclut l'environnement, mais ça inclut tous les autres enjeux. Aujourd'hui, ils développent des choses, mais les impacts environnementaux de l'intelligence artificielle, là, il va falloir les prendre en compte à un moment donné, là, tu sais. Donc des éléments importants aussi. Donc, merci beaucoup. Je poserai une dernière question qui servirait de conclusion au panel. Donc, le panel qu'on fait porte sur la géoéconomie notamment, puis bon, on en a discuté un peu dans la question, les questions qui ont été adressées par le public. Donc, en 2016, Robert Blackwell et Jennifer Harris parlait du fait que, en 2016, donc avant que Trump arrive au pouvoir pour la première fois, on parlait du potentiel géoéconomique gaspillé des États-Unis, en fait. Donc, ma question serait double, en fait. Dans un premier temps, est-ce que vous diriez que Trump est en quelque sorte le premier président géoéconomique des États-Unis? Est-ce qu'il y a vraiment une rupture? Comme pour utiliser le terme que tu utilisais tantôt, Frédéric, est-ce que Trump est le premier à apporter cette approche-là ou est-ce qu'on est plutôt dans une certaine continuité? Et toujours dans cette notion de rupture et continuité, je pense que c'est pratiquement rendu un cliché là, lorsqu'on parle de Trump, cette question de la transactionnalité. Est-ce que c'est pas un peu facile de juste parler de Trump comme étant une espèce de phénomène dans l'histoire des États-Unis, comme étant le premier président transactionnel, ou est-ce qu'on n'est pas encore là plutôt dans un changement de style, en fait? Parce que, tu sais, je veux dire, toutes les théories des relations internationales classiques, à tout le moins, nous diraient que les États sont d'abord et avant tout intéressés par leurs propres intérêts. Donc, est-ce que, outre le style, est-ce que c'est vraiment fondamentalement différent? Est-ce que la transactionnalité de Trump n'est pas plutôt le fait d'être beaucoup plus affirmé et dégêné, si on veut? Donc, je vous laisserai répondre à cette question. On peut en parler autour du lunch? Non. Non, c'est une excellente question. Bien, c'est sûr qu'on peut faire des parallèles avec ce qu'on a déjà vu dans l'histoire. Il y a Louis Balthazar, que vous connaissez peut-être, qui est un professeur retraité maintenant de l'Université Laval, qui a fait paraître un texte extrêmement intéressant dans la presse. C'était cette semaine où il disait des tarifs commerciaux là, sur les exportations du Canada à destination des États-Unis. Ce n'est pas la première fois qu'on en voit. Nixon avait fait la même chose, un 10 %, je pense, sur toutes les exportations à l'époque. Et Pierre Elliott Trudeau était en furie, évidemment. On avait réfléchi à ce moment-là au Canada à la manière de diversifier les exportations, de trouver d'autres options. Donc, c'est pas nouveau tout ça. Je dirais que ce qui est peut-être nouveau, c'est en fait le ton assurément, et bon, c'est très assumé, le ton très belliqueux de ce président-là. C'est la constance et la régularité, en fait, des accusations à l'égard du Canada. Puis bon, c'est lié aux nouvelles technologies de l'information, les technologies numériques qui permettent à Trump de communiquer pratiquement en temps réel et non pas par les canaux diplomatiques habituels, ses états d'esprit, ses états d'âme. Avant un Super Bowl, on a nos petites ailes de poulet puis notre breuvage, puis on ne s'attend pas nécessairement à devoir réfléchir à les diplomates canadiens ont dû laisser le match de football de côté pour déjà réagir. Et c'est ça qui a changé. Et ce qu'on a déjà écrit aussi dans nos trucs sur les relations Canada, Québec, États-Unis, c'est que, évidemment, il y a déjà eu des désaccords. Il va toujours y en avoir des désaccords importants entre le Canada et les États-Unis. Mais généralement,
c'était sur un ou deux enjeux à la fois et il y avait une durée limitée dans le temps. Mis à part peut-être le dossier sur le bois d'œuvre, qui est un conflit presque éternel. Mais bon, il y a eu des controverses sur le bœuf canadien dans le passé. Il y a eu des controverses commerciales, des désaccords importants, mais c'était souvent sur une question à la fois circonscrit dans le temps. Avec Trump, ce qui change, c'est que c'est à peu près sur toutes les questions à la fois et ça n'a pas de fin, cette affaire-là. Il y a une espèce d'ambiguïté totale qui est très déroutante. C'est sa stratégie aussi, mais qui est très déroutante pour les diplomates canadiens québécois qui ont eu à gérer ça la première fois et qui vont devoir gérer ça cette fois-ci. Parce que si on a un sursis sur les tarifs la semaine prochaine, est-ce que c'est un autre sursis de 30 jours? Et quelles seront les demandes pendant 1423 jours qui seront faites et avec la menace des tarifs qui nous pend au bout du nez? Est-ce qu'il y aura des menaces de tarifs sur la question des dépenses militaires? Est-ce qu'il y aura des menaces de tarifs sur la question de la gestion de l'offre? Des menaces de tarifs si on n'accepte pas de renégocier l'ASEUM comme Trump le souhaite? C'est ça qui est peut-être différent dans le côté transactionnel de la chose. Tous les présidents américains veulent défendre les intérêts de leurs concitoyens avant tout. Mais là, c'est constant, c'est surtout. Et ce président-là, c'est peut-être une petite distinction à faire avec ses prédécesseurs, n'a pas à cœur ou ne croit pas vraiment à la notion des gains mutuels qui peuvent découler de ses relations avec les autres pays du monde, et notamment avec le Canada. Et je vais peut-être terminer là-dessus. En théorie des relations internationales, il y a des approches plus constructivistes qui incitent sur l'importance des mots et des discours qu'on emploie pour décrire les relations qu'on a avec les autres pays du monde. Ce qui est, ça on l'a démontré dans l'Amérique d'abord, le Canada ensuite, ce qui est embêtant pour le Canada et pour le Québec d'un point de vue constructiviste, c'est que Trump emploie des discours et des mots qui laissent des traces dans le marché des idées aux États-Unis sur cette relation-là, dans la manière dont d'autres acteurs politiques américains, sociaux, locaux, tout ça aux États-Unis perçoivent cette relation-là. Et ce qu'on a vu grâce à nos enquêtes terrain, c'est que à l'aide de son mégaphone présidentiel, Trump a, durant son premier mandat, habitué beaucoup de gens qui en sont convaincus maintenant que cette relation-là avec le Canada, elle est néfaste, elle n'est pas aussi bénéfique qu'on le dit, elle n'est pas aussi cordiale qu'on le dit. Et là, ce qui peut être inquiétant dans le deuxième mandat, c'est qu'il y a quand même un bon qualitatif dans les discours. Quand on parle d'annexion du Canada, quand on parle d'exercer une pression économique sur le Canada pour que le Canada entre dans l'Union américaine. Évidemment, on est dans l'annonce, dans les annonces, mais moi, j'ai hâte de voir les traces que ça va laisser sur la relation canado-américaine. Si vous regardez les sondages d'opinion là-dessus, vous voyez qu'il y a une très faible majorité des Américains qui pensent que ce serait une bonne idée, en fait, que le Canada fasse partie des États-Unis à terme. C'est peut-être 23-26 %. Mais je n'ai pas vu les sondages avant. On était peut-être à 7 8 10 qu'on soit à 23 aujourd'hui, ça nous dit quoi sur l'avenir si Trump répète ça pendant 4 ans? Est-ce que ce discours-là gagne en popularité? Peut-être que ça ne se fera pas durant durant ce mandat de Trump, mais on habitue déjà beaucoup de gens aux États-Unis à penser cette relation-là en d'autres termes, et en des termes très belliqueux, très pessimistes. Puis ça, je pense que c'est quand même un élément de nouveauté si on compare Trump avec ses prédécesseurs. Moi, je pense que l'élément important, en fait, tu l'as dit, ça ne change pas. Tu sais, normalement, la théorie des avantages comparatifs vont faire que, tu sais, dans les échanges commerciaux, comme tu dis, selon les éléments, il y aura des choix qui vont être faits. Mais là, ce qui est problématique de mon point de vue, c'est l'incertitude dans laquelle on est. Parce qu'en fait, on le sait qu'on a des avantages comparatifs, qu'on peut changer, tu sais, qu'on exporte moins, on importe moins, on diversifie. Mais là, aujourd'hui, avec ces effets d'annonce, il crée comme de l'incertitude, en fait, dans les acteurs économiques. Ce qu'on va voir, c'est on retarde des investissements actuellement, on ne sait pas, tu sais, on attend. Donc là, il y a un effet qui va être là, clairement, tu sais, qui n'est pas celui qu'on veut, là. Lui, il nous met le lampadaire sur des questions qu'il annonce, en fait, sur des tarifs. Mais en réalité, l'impact va être lié à cette incertitude-là qui est en train... On n'aime pas les incertitudes en tant qu'agent économique, on ne sait pas. Donc, c'est ça le problème. Et c'est ça qui va être grave. Et le tsunami, il va se le prendre en pleine face. Très brièvement sur ta question, mais moi, il y a les deux. Hein. Il y a continuité et il y a rupture. Donc, premièrement, sur continuité, non, moi, je ne pense pas que Trump est le premier à mettre de l'avant la géoéconomie. Biden, ce que je mentionnais tout à l'heure, a vraiment joué un rôle pour... influencer le développement à tout le moins l'industrie des semi-conducteurs, mais on pouvait le voir, le retour de la politique industrielle, ça faisait toute partie de cette vision-là.
En même temps, et donc vraiment très rapidement pour conclure, pour moi, il y a quand même une rupture fondamentale entre, oui, il y a toujours des intérêts, mais en même temps, le rôle des idées ici, puis moi, j'ai tendance à penser que les intérêts et les idées s'inter-influencent, mais dans cette vision transactionnelle de Trump, là, les idées du libéralisme, elles sont vraiment absentes. Et donc, c'est là où, pour moi, il y a quand même un changement fondamental, parce qu'on a quitté ce monde où il y avait quand même une certaine importance associée à ces idées-là. En fait, je terminerai peut-être avec deux aspects. Puis j'ai bien aimé que tu reviennes, Frédéric, sur le volet de comment les gens perçoivent la question de l'annexion. Parce que pour moi, puis je pense qu'on le dit sans le dire tout le temps, mais on est en rupture dans le sens où, dans l'histoire récente, c'est la première fois qu'on a un acteur qui utilise une violence discursive à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut le nommer. Hein. On a quelqu'un qui bat son conjoint. On va tout le temps trouver des excuses. Ah, excusez, il a fait ci, il a fait ça. Et on refuse de reconnaître l'évidence. Et là, je pense qu'il faut quand même nommer un chat. Et l'utilisation de la violence qu'il fait, là, on parlait de la question des réfugiés, sur la question climatique, elle est palpable. Et moi, mon inquiétude, c'est justement, c'est que ce qu'on considère, mais c'est Trump, vous savez, et ça normalise un discours qui est inacceptable au niveau international. Et on voit les dirigeants européens commencer à articuler un discours, mais il y a encore, tout le monde est craintif, on dirait, à utiliser un langage. Puis, en fait, l'exemple le plus beau contre-exemple qu'on a vu cette semaine, c'est la fameuse main du président Macron en disant, tu sais, là, l'absurdité, ça va faire, mais il faut que ce discours-là, ce contre-discours-là, prenne l'importance, parce que sinon, on est dans un risque d'une radicalisation de la société américaine qui va être nuisible à tout égard. Après ça, mais si je ramène sur la question climatique, en fait, Trump est dans la mauvaise pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'il est tout le temps dans une perspective transactionnelle, on gagne, tu perds, mais on est dans une société où on est dans un contexte de finitude des ressources et que tout ce qui va faire comme impact négatif sur le changement climatique va directement impacter la société américaine, comme la communauté internationale par ailleurs. Les feux de forêt qu'on a vus en Californie sont un exemple éloquent. L'accentuation des ouragans, c'est un phénomène là, qui est réel, mais pour lui, ça existe plus ou moins. On entendait des mauvaises langues espérer qu'un ouragan passe sur Mar-a-Lago, dans le sens où, et ça devient un non-sens de... Non, il a bloqué toutes les données sur les ouragans climatiques qu'ils ne veulent pas savoir. Exact. Et ça, pour moi, c'est ça le volet de rupture qui est le plus important. Je pense qu'on doit être inquiet, mais on doit nommer les choses. Il faut arrêter d'être prudent, de juste laisser ça aller. Je pense qu'il ne faut pas aller répondre à chacune de ces petites demandes parce qu'effectivement, on devient épuisé. En ce moment, on est devant un narcissique que le bouton « off » n'existe plus, là. Fait qu'on peut plus rien faire par rapport à ça, mais je pense qu'il faut le nommer. En climat, c'est majeur ce qu'il est en train de faire, et c'est vrai en économie, c'est vrai dans plusieurs volets, et il faut donc avoir un discours et des relations qui permettent de calmer le géant, je pense, au plus vite, parce que ça aura un impact dans 4 ans. Définitivement, la société américaine ne sera plus la même. Merci beaucoup. Donc, finalement, je vous invite à applaudir nos présentateurs. Donc, Guillaume, Annie, Nathalie et Frédéric, merci beaucoup.